Comment et pourquoi je me suis fait déprogrammer d'une des plus grandes matinales radio de France 24 heures avant l'émission à cause d'un syndicat de kiné. Le président du syndicat Les Alizés et apparemment d'autres syndicats de kiné auraient refusé de faire l'émission si j'étais présent. Il pointe quelque chose du doigt pour lequel je suis entièrement responsable, c'est ma gestion des réseaux sociaux. Si on attend que quelque chose soit validé par la science, on a 50 ans de retard. Je prends l'exemple des kinés parce que c'est le cas là, mais se voit un petit peu peut-être au-dessus des coachs sportifs. Déjà, le but de cette vidéo, vous allez voir, c'est pas du tout de mettre la faute sur la radio, de mettre la faute sur les syndicats de kiné, mais c'est plutôt d'expliquer comment moi j'ai perçu le truc et surtout pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec la radio, ça fait 3 ans que je le vis dans mon métier, de moins en moins souvent. Plus j'aspire à avoir de l'audience, plus j'aspire à parler devant beaucoup de personnes, plus j'aspire à toucher un public qui va être médical, un petit peu plus spécialisé, plus je me heurte à ces barrières-là qui sont comment faire en sorte que mon travail soit valorisé. Je vais vous expliquer la situation, ce qui s'est passé de A à Z, comment j'ai eu cette opportunité, comment elle a disparu, et surtout, vous donner mon avis sur pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne se passe plus comme ça. Alors déjà, il faut savoir que mercredi ou jeudi, j'ai reçu un appel de la directrice du marketing de ma maison d'édition. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir incroyable des mouvements primordiaux, qui a été dans les best-sellers dans cette niche-là, qui a eu un énorme succès. Et donc, forcément, le livre fait un peu parler de lui et j'ai la possibilité, grâce à la maison d'édition, de faire des grands médias. Le podcast Métamorphose, les radios comme RCF, toutes ces choses-là. Et donc, elle m'appelle pour me dire qu'il y a une opportunité de faire une des plus grandes matinales radio, où il y a des centaines de milliers d'auditeurs, et que le tournage se passe lundi matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je donnais un séminaire à Lille le week-end, donc samedi, dimanche, que j'avais une consultation avec une personne qui est en situation de handicap le dimanche soir, que j'annule tout ça pour prendre un train, pour revenir à Paris le dimanche soir, pour tourner l'émission le lundi matin. Donc forcément, ça fait une organisation pour moi, mais ça j'ai l'habitude, quand je travaille avec des sportifs de très haut niveau, quand j'ai des opportunités médias, ça se passe toujours un petit peu au dernier moment. Et je me suis dit qu'en 2026, je faisais tous les efforts du monde pour promouvoir le livre, donc j'accepte avec grand plaisir. Donc je demande des informations un petit peu sur l'émission et je suis mis en contact avec la personne qui gère justement le casting et le déroulé de l'émission. Cette personne m'appelle, donc on s'appelle le vendredi, et on a un échange qui se passe très bien, et je demande forcément combien de temps de parole je vais avoir, quel est le but de l'émission. Alors elle me dit que le but de l'émission, c'est d'aller droit au but, de faire ce que je fais plutôt bien sur les réseaux, c'est-à-dire de donner du contenu qui est accessible à tout le monde, pour donner des clés aux gens pour mieux bouger, améliorer leur tension et leur gêne au niveau du dos, gérer leur stress, tout ce que je fais habituellement, mais d'aller droit au but. Et elle me dit que le temps de parole global de l'émission, en comptant les points pubs, les choses comme ça, ce sera de 30 minutes, divisé par 2 invités, donc 15 minutes chacun. Et forcément, je lui pose cette question, mais qui sera le deuxième invité ? Et elle me dit que ça sera le président du syndicat de kiné Les Alizés. Et donc forcément, ma première réaction, c'était de lui dire, le problème, c'est que il y a un décalage entre ce que vous attendez de moi et ce qui va se passer. Puisque je sais que si je vais venir parler de développement sensoriel et de réflexes archaïques et qu'il y a un président d'un syndicat de kiné, on va retomber sur les mêmes sujets dont on parlera tout à l'heure et ça va être dur d'aller droit au but puisqu'en fait, on va rentrer dans un débat d'opinion. Alors, elle me rassure, ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au président du syndicat des kinés, il est OK pour que ça soit toi, il n'y a pas de problème. Donc plusieurs fois, je lui dis, j'ai du mal à croire que ça va bien se passer, les syndicats de kinés sont en général très obtus par rapport à ce que je fais comme boulot, donc je pense que ça va être compliqué. Il s'avère que l'échange continue, elle m'assure que tout sera bon. Je pars du coup pour mon séminaire à Lille, je fais ma journée de séminaire toute la journée, et le soir vers 20h, je reçois un message, 19h, est-ce qu'on peut s'appeler, de la directrice d'émission. Elle m'appelle et elle me dit que l'émission va être annulée puisque le syndicat de kiné, mais aussi les autres syndicats de kiné, ont refusé de faire l'émission en ma présence. Alors encore une fois, je parle sous couvert de ce qui m'a été dit. Je n'ai pas contacté tous les syndicats de kiné pour savoir si ça a été ça. En tout cas, le président du syndicat Les Alizés et apparemment d'autres syndicats de kiné auraient refusé de faire l'émission si j'étais présent. J'ai eu le lendemain la maison d'édition, le lundi pardon, la maison d'édition qui m'a dit que apparemment l'ordre des kinés ne s'était pas prononcé sur le sujet, même si moi je pense que ça aurait été à peu près la même chose. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé, une énorme opportunité qui m'arrive grâce au livre qui a bien marché, et puis ensuite un blocage avec les syndicats de kiné. Forcément, je vais vous le dire, ma réaction à chaud à ça est évidemment, je peux que
inviter les gens à s'engager pleinement dans leur travail et voir ce que ça fait quand ça arrive, forcément j'étais vraiment déçu, j'étais vraiment triste. Ceux qui ont passé la soirée avec moi samedi soir, mon équipe sur le séminaire ont pu le voir. C'est des choses qui m'énervent. Je mets absolument toute mon énergie dans le développement des séminaires, dans le développement de la pédagogie et de l'apprentissage que je donne autour du développement sensoriel, des réflexes, autour de l'écriture des livres. Je donne beaucoup de moi et forcément quand j'ai des opportunités qui me rendent heureux parce qu'en fait je sais que je vais pouvoir aider des gens et que je vais pouvoir toucher une grosse audience, quand on me l'enlève au dernier moment, je suis déçu, j'en veux à la terre entière, je suis triste et toutes ces choses-là, moi je pense pas qu'elles changeront. Quand on est impliqué dans ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, c'est tout à fait normal. Mais dès ce moment-là, j'ai quand même eu une réaction qui est voilà, encore une fois de plus, on me met des bâtons dans les roues. Et vu que ça fait 3 ans que ça m'arrive, j'ai quand même un petit peu plus de recul là-dessus. Et maintenant, je me dis plus, on me met des bâtons dans les roues, mais je me dis plutôt, pourquoi je me retrouve toujours avec les mêmes bâtons dans les roues? Et c'est le but de cette vidéo, c'est pas simplement de vous dire, j'ai été déprogrammé d'une émission de radio, je sais que j'aurai d'autres opportunités, je sais que dans 3 ou 4 ans, vous me verrez sûrement sur ces mêmes émissions de radio. Je suis pas du tout rancunier là-dessus. J'ai juste essayé de comprendre pourquoi aujourd'hui, ma pratique, la façon dont je travaille, est remis en cause par les professionnels de santé, du moins une partie, alors que de l'autre côté, les professionnels de santé qui viennent se former chez moi sont aussi heureux de découvrir cette méthode et de l'intégrer à leur pratique. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quelles sont les raisons et pourquoi il y a ce symptôme qui est que les personnes ne veulent pas travailler avec nous. Déjà, comme je vous le disais, ça fait 3 ans et demi maintenant que je propose des séminaires. Ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille dans ce milieu-là et j'ai toujours été confronté à ça. Quand j'ai commencé, moi je viens de la motricité, de l'éducation et de la motricité, donc j'étais coach sportif, j'ai travaillé sur le mouvement. J'ai eu des pongistes, je viens du tennis de table de haut niveau, de l'INSEP, en bilan chez moi quand je commençais à pratiquer ça. Et quand j'ai envoyé aux préparateurs physiques et aux kinés de l'INSEP des bilans pour réorienter, j'avais déjà été reçu de manière un petit peu étonnante. J'ai ensuite travaillé avec des danseurs Danser avec les stars où pareil, le staff avait été un petit peu compliqué, on va dire, avec moi, et j'avais pas eu de contact. J'ai aussi envoyé des choses à des médecins où j'ai jamais eu de retour. Donc j'avais toujours été un peu pris de haut parce que je suis coach sportif et aujourd'hui, si on est honnête, beaucoup de kinésithérapeutes, je prends l'exemple des kinés parce que c'est le cas là, mais se voient un petit peu peut-être au-dessus des coachs sportifs, notamment sur le domaine de la pathologie, et c'est normal, on n'est pas formé à la pathologie quand on est coach. Par contre, tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est les problèmes autour du mouvement, il y a des coachs qui sont très bons là-dessus, et c'est vrai que quand on est coach, tous les coachs qui communiquent avec des médecins, des professionnels de santé, se heurtent à ça, c'est qu'on est souvent un petit peu pris de haut. Et puis ensuite, j'ai fait mes séminaires. Et c'est vrai que sur mes premiers séminaires, j'avais quasiment que des coachs sportifs. Et puis progressivement, ça a commencé à changer pour aujourd'hui avoir une clientèle qui est 80% du monde médical. C'est-à-dire que dans mes séminaires, 80% aujourd'hui des élèves sont des kinés. Alors je mets les ostéos dans les professionnels de la santé, même si il y a ce débat en France, des infirmiers, des médecins, des psychologues, des podologues. Et donc, au dernier séminaire de Lille, j'avais 2 coachs sportifs pour 25 élèves, tout le reste c'était des professions médicales. Donc vous voyez, ça va vraiment, ça s'est développé dans le monde médical. Mais ça m'a pris 3 ans, et depuis 3 ans, je me heurte à peu près toujours aux mêmes critiques. La première critique, c'est que le travail autour des réflexes n'est pas evidence-based practice. Donc evidence-based practice, ça veut dire validé par la science. Il y a plusieurs degrés de choses qui ne sont pas validées par la science. Et donc, il n'y a pas assez d'études scientifiques qui montrent que les réflexes ont un impact. En réalité, les études scientifiques existent, mais sur les enfants très jeunes ou sur les troubles de l'apprentissage. C'est les sujets majeurs d'études. Par contre, il n'y a pas d'études sur les adultes. J'entends cet argument, je suis le premier à essayer de changer, je suis en ce moment en train de travailler avec une équipe italienne, je suis aussi en train de travailler avec des universitaires français pour valider des travaux sur le travail sensoriel et les réflexes. Donc cet argument, je l'entends, et effectivement, il manque d'études. Par contre, je fais en sorte absolument dans ma méthode d'avoir une démarche scientifique. C'est-à-dire que tous mes tests sont standardisés, que tous mes tests peuvent être reproduits par une centaine de personnes avec les mêmes résultats, que ma manipulation, mon travail moteur, ma stimulation peut être reproduit par 100 personnes et qu'elle donnera toujours le même résultat. Tous ceux qui sont déjà venus en séminaire le voient.
je propose quelque chose au début, je prends une situation A, que ce soit une anamnèse, un test, je le teste de manière standardisée. Les kinés vont faire des tests peut-être au niveau des articulations, au niveau des manipulations, les coachs sportifs des tests de mouvement, mais tout va être standardisé. Les podologues vont peut-être prendre des podoscopes. Le but, c'est vraiment de normaliser le démarrage. Ensuite, je normalise l'action que moi je vais appeler l'action de traitement, donc c'est-à-dire un mouvement, une stimulation sensorielle, une sécurisation, un travail unilatéral, peu importe. Et ensuite, on voit ce que ça a donné. Et vu qu'on a fait que ça entre les deux, on peut savoir si ça a un impact. On va toujours renormaliser les mêmes tests, etc. Donc, c'est aussi une des surprises qu'ont les kinés qui viennent me voir. J'ai des kinés qui viennent me voir en disant « Attends, j'ai envie d'aller voir ce qu'il fait parce que je vois plein de vidéos sur Instagram et je veux voir ce qui se passe. » Et quand ils viennent, ils sont très surpris de voir qu'en réalité, c'est très normalisé. Donc, c'est pas evidence-based practice parce qu'il manque les méta-analyses. Par contre, dans la démarche, c'est très validé scientifiquement et on va voir d'ailleurs que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est peut-être aussi là où le bât blesse. Ensuite, le deuxième argument, c'est que ma pratique crée un retard de prise en charge pour des pathologies. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je commence toujours mes séminaires et mes consultations de toute manière en disant « Je ne suis pas un praticien réflexe, je suis un spécialiste de la motricité. Les réflexes sont un outil que j'utilise, le développement sensoriel est un outil que j'utilise et je travaille toujours après avoir une première intention qui est médicale. C'est-à-dire que je ne travaille jamais sur une rééducation si la personne n'a pas vu un médecin, un kiné qui a donné l'autorisation d'aller voir un coach sportif, un éducateur sportif. Je travaille toujours avec les examens médicaux qui ont été faits. J'ai toujours dit à mes praticiens et mes élèves qu'ils ne devaient pas se soustraire à l'avis médical. Donc, je ne travaille jamais en première intention et 90% des cas que j'ai, ce sont des gens qui ont fait de la première intention, deuxième intention, troisième intention, centième intention dans le monde médical et qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc, je ne dis pas que je remets en cause tous ceux qui ont fait avant, je dis juste que je me mets jamais avant eux et donc, il n'y a pas de retard de prise en charge puisqu'en fait, je n'incite pas les gens à venir vers moi. Si vous regardez, je ne fais jamais de pub pour mes consultations. Moi, je suis plein 6 ou 7 mois à l'avance pour les consultations, donc je ne fais jamais de pub sur ça. Je propose de la motricité et du mouvement. C'est ce qui m'importe. Donc, ça, c'est possible que quand le médical a été validé. Donc, quand le kiné, le médecin, le chirurgien, etc. sont passés avant. Vous remarquerez aussi que je travaille quasiment jamais et je communique quasiment jamais sur de l'émotionnel. Moi, l'émotionnel doit toujours être vu par un psychologue ou un professionnel des émotions avant. Je me suis d'ailleurs pris la tête avec beaucoup d'élèves qui travaillent les émotions sans avoir le droit en France. Aujourd'hui, moi, je suis spécialiste du mouvement et de la motricité, je travaille sur le mouvement et la motricité. Les émotions doivent être gérées par un spécialiste des émotions, la santé, les pathologies doivent être gérées par un spécialiste de la santé et des pathologies. Donc, je suis plutôt d'accord avec ces kinés-là. Donc, en réalité, je suis souvent un peu pointé du doigt pour ces raisons et quand les gens échangent avec moi, viennent en séminaire, ils se rendent compte qu'on est plutôt d'accord. À ce sujet-là, je suis globalement souvent attaqué sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai la plus grosse audience autour des réflexes. J'ai fait partie de ceux qui ont développé, du moins sur les réseaux sociaux, la pratique des réflexes. Et je voudrais notamment parler d'Arthur Dian. Donc Arthur Dian, il était connu sur Instagram parce qu'il s'appelait ODEC. Donc c'était ostéopathie, dérive et esprit critique. Et régulièrement, il faisait des réels sur moi. Régulièrement, il me traitait de charlatan, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu ne le bloques pas ?» Et bien parce que moi, je trouvais que ce que disait Arthur Dian était plutôt pertinent. C'est-à-dire qu'il pointait du doigt que la pratique des réflexes, c'était impossible de mesurer les effets, que c'était non standardisable, que c'était lié à la persuasion, à l'effet placebo. Et moi, ODEC, donc Arthur Dian, m'a énormément fait progresser dans ma pratique. Parce qu'à chaque fois que je voyais ces choses-là, il faisait beaucoup de vidéos sur des biais cognitifs, etc. Je me suis dit, comment je peux pratiquer sans ces biais cognitifs, sans cette suggestion, en standardisant les choses, etc. pour justement améliorer ma pratique. Donc Arthur, comme plein d'autres personnes, les critiques, en fait, c'est plutôt positif. Et moi, je me suis fait démonter sur les réseaux sociaux pendant un moment. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que mes séminaires attirent de plus en plus de professionnels de santé. C'est que, à force de me faire critiquer pour des choses, j'ai pu comprendre ce qui allait pas dans ma pratique. Et beaucoup de choses ont changé. J'étais beaucoup moins standardisé avant. J'ai appris beaucoup de choses sur les réflexes que j'ai reproduits et dans lesquels je suis plus du tout d'accord maintenant. On parlait des bercements. Je sais qu'il y a une méthode, notamment inspirée de Bloomberg, qui prône à fond les bercements, avec des effets sur le fait de calmer le système nerveux. Quand on teste physiologiquement, on se rend compte que c'est pas le cas, ou du moins pas pour tout le monde.
Et donc, il faut adapter ça. Donc, ces critiques-là, j'en suis plutôt content et j'espère que j'en recevrai encore, moins forcément, parce que ça me permet de progresser dans mon boulot. Maintenant, ODEC, les kinés, les syndicats de kinés, ils pointent quelque chose du doigt pour lequel je suis entièrement responsable, c'est ma gestion des réseaux sociaux. La radio me contacte pour dire « Lucas, il faut que tu sois capable d'aller droit au but pour expliquer aux gens pourquoi c'est important de bouger. » Et donc, moi je fais ce que je fais très bien, peut-être mieux que certaines personnes, je rends ça simple. Le problème c'est qu'en rendant ça simple, on perd parfois les nuances. Et que sur certaines vidéos, si vous regardez mes vidéos qui ont le plus de succès, certaines qui ont fait 4 millions de vues, 3 millions de vues, c'est des vidéos où en 1 minute, je dois parler d'un concept. Sur Instagram, j'ai 2000 mots, 2000 caractères maximum pour expliquer ce que je vais faire. Et donc forcément, il y a ce côté sur les réseaux qu'on appelle putaclic ou un petit peu chaud. Mais en réalité, dans mes séminaires, dans ma formation en ligne qui s'appelle l'Académie des réflexes, vous avez 30 heures de contenu. Dans mes podcasts, dans le livre, vous avez tout le déroulé. Et c'est juste que aujourd'hui, j'ai fait le choix, donc je peux que l'assumer, de m'exposer sur les réseaux sur des contenus de 30, 40 secondes, 1 minute. En 30 secondes, 40 secondes, c'est super facile de démonter quelque chose. Quand vous voyez la préparation physique de l'équipe de France de foot, vous voyez des extraits de 2 minutes, vous vous dites c'est des tocards. Mais en fait, si vous avez toute la logique, peut-être que vous aurez un petit peu de différence. Quand vous voyez un exercice sur Instagram, forcément on n'a pas toute la logique derrière. Donc ça, j'en suis entièrement responsable, j'ai fait ce choix-là. J'utilise d'ailleurs de moins en moins les mots réflexe dans mes posts Instagram, mais plutôt développement sensoriel. Et ça, je le comprends, que le mot réflexe archaïque, vu qu'il a été galvaudé, je comprends que pour les kinés, ça soit trop, je comprends que je l'ai utilisé pour faire connaître ça. En réalité, je mets beaucoup plus de nuances et forcément, dans les réseaux sociaux, je ne peux pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une chaîne YouTube, pour que je puisse montrer comment je consulte, pour que je puisse montrer comment je travaille. Ensuite, une autre chose pour laquelle je suis responsable à moitié, c'est que je me suis mis un petit peu comme tête d'affiche des réflexes archaïques. On m'a aussi beaucoup mis sur ça. Mais beaucoup de praticiens réflexes archaïques font des pratiques qui sont très ésotériques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune standardisation. Des fois, on entend des choses qui sont ahurissantes sur le fait qu'intégrer un réflexe va régler complètement une pathologie ou que c'est tel réflexe qui est à l'origine de la pathologie. En fait, c'est toujours un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, il y a aussi en France beaucoup de praticiens réflexes qui n'ont en fait aucun droit d'exercer. Et donc, qui ne sont pas coachs sportifs, qui ne sont pas kinés, qui ne sont pas ostéopathes, qui ne sont pas psychomotes, etc. Et du coup, qui proposent des séances avec des gens sans avoir légalement le droit de les faire bouger, de les manipuler, etc. Et donc, je suis associé à ces personnes-là, et c'est d'ailleurs pour ça que je parle de moins en moins de réflexes. C'est pour ça que je demande à tous mes élèves de jamais s'appeler praticien réflexe. Moi, quand je vois quelqu'un qui met praticien réflexe archaïque, je fuis. Je n'envoie jamais quelqu'un chez un praticien réflexe archaïque. J'envoie quelqu'un chez un kiné, qui, s'il est formé au réflexe archaïque et au développement sensoriel, je sais qu'il aura un outil en plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que si les réflexes archaïques sont si mal vus, les premiers fautifs, c'est les praticiens réflexes archaïques. Et j'en fais partie, ceux qui travaillent sur les réflexes, où on a vraiment un devoir de rendre ça accessible. On ne peut pas se plaindre que les réflexes archaïques sont mal vus. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas d'études scientifiques si on ne fait rien pour changer ça. Donc aujourd'hui, moi c'est ce que j'essaye de mettre en place, standardiser les choses au maximum dans ma pratique, avoir une pratique qui est le plus basée sur une démarche qui est scientifique, mesurable, le tout en essayant de mettre en place des études, on sait tous à quel point c'est compliqué, mais en faisant les efforts pour ça. L'autre chose, c'est qu'en réalité, je travaille beaucoup sur le système sensoriel. Et les kinés, qui sont en général un petit peu plus EBP que les ostéos et les chiros, en réalité, leur métier, c'est aussi beaucoup du développement du sens tactile, du sens vestibulaire, de la proprioception, du contrôle moteur. Et donc, on fait des choses qui sont très en lien. Aujourd'hui, c'est juste que moi, je m'intéresse au niveau en dessous, c'est-à-dire comment le cerveau traite l'information sensorielle. Il y a vraiment cette notion de, il y a une information sensorielle qui arrive en input dans le cerveau, il y a un traitement de l'information sensorielle et il y a un output sur comment la commande motrice est générée. Et ce qui m'intéresse moi, c'est d'être sûr que l'information sensorielle arrive correctement au cerveau. Cette information sensorielle, elle est tactile, elle est vestibulaire, et en général, on retrouve des réactions réflexes. Donc,
c'est aussi quelque chose, je parle de plus en plus de réaction réflexe plutôt que de réflexe archaïque, puisque un réflexe archaïque, ça a été enseigné dans les écoles de kiné que c'est intégré après 2 ans, sinon il y a troubles neurologiques, etc. Du moins certains réflexes. En réalité, on retrouve des réactions qui sont similaires à l'âge adulte, et c'est ça qui crée des compensations qu'on peut tester, mesurer. Autre chose, où je rejoins les kinés, chacun doit rester à sa place. Les kinés sont sur le traitement de la pathologie, sur le mouvement, les choses comme ça, les diététiciens sur la nourriture, les psychologues sur les émotions. Et les coachs sportifs, c'est la motricité. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, dans le développement moteur de l'enfant, quand on regarde les travaux de Piaget, quand on regarde les travaux de plein de personnes qui ont travaillé sur le développement moteur de l'enfant, on se rend compte que le développement moteur contrôlé passe après les réflexes, que les mouvements réflexes arrivent dans nos vies bien avant le mouvement contrôlé, le mouvement volontaire. Et donc, si on n'a pas acquis certaines étapes, c'est compliqué ensuite. Mais effectivement, c'est peut-être le mot réflexe archaïque qui pose problème, et c'est donc peut-être à moi de venir corriger ça en n'utilisant plus ce terme-là. Cet imbroglio autour de ma pratique, en réalité, sur le terrain, elle n'arrive pas, puisque je travaille avec majorité de kinés maintenant, qui utilisent les outils, qui ont des améliorations sur les tissus, sur les articulations, et ça leur change leur travail. Donc, j'ai pas de problème à travailler avec les kinés sur le terrain. Par contre, pourquoi j'ai autant de problèmes sur les réseaux ? La faute à qui ? Peut-être déjà aux kinés qui sont pas assez ouverts d'esprit et qui ont besoin forcément d'études scientifiques pour valider des travaux. Et on le sait, Charles Poliquin disait en prépa physique, si on attend que quelque chose soit validé par la science, on a 50 ans de retard. Mais c'est pas la seule faute des kinés, parce qu'il y a des kinés qui sont aussi ouverts d'esprit, et être ouvert d'esprit, il y avait l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, c'est pas parce que vous êtes ouvert d'esprit que vous devez tout accepter. Donc peut-être que les kinés ne sont pas assez ouverts sur d'autres pratiques. Peut-être que les kinés aussi ont peur, vous savez que les ostéopathes, il y a des grosses guerres, etc., sur qui fait quoi comme boulot. En réalité, moi, j'ai jamais pris le travail d'un kiné, et tous mes patients, clients, tous mes clients d'ailleurs, et tous mes clients sont envoyés vers des kinés, des coachs sportifs, des ostéopathes après, si besoin. Donc, peut-être qu'il y a une peur au niveau des kinés et une incompréhension. Mais il y a aussi la faute aux praticiens réflexes et à ceux qui communiquent sur ça, sur la manière un petit peu ésotérique de le faire. Et peut-être qu'il faut plus standardiser les tests, peut-être qu'il faut plus faire les choses de manière carrée pour que derrière, les professions médicales s'ouvrent un petit peu plus à ça. Et puis bien sûr, ce que je peux le plus contrôler, la faute à moi. La faute à moi dans ma communication, qui, je le sais, a été un petit peu clivante à un moment, puisque j'étais sur le fait d'aller toucher un petit peu les gens pour les faire réagir. C'est un peu moins le cas maintenant, visiblement toujours un petit peu, puisque ma communication pose parfois problème. C'est ma manière de communiquer de manière rapide, et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de privilégier les formats longs pour pouvoir plus expliquer, créer des espaces de dialogue. Là, par exemple, les syndicats de kinés, je serais ravi de faire une émission avec eux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes arrivé là, si vous avez des kinés avec qui vous aimeriez bien que je fasse un épisode de podcast. Je sais que j'ai déjà fait avec PowerCamp, par exemple, qui défonçait mon travail au début. On a fait un épisode de podcast, et en fait, on se rend compte qu'on a des points communs. Donc, si jamais il y a des kinés avec lesquels vous voulez que je débatte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravi de faire un débat, parce que moi, je ne suis pas du tout contre les kinés, contre les ostéopathes. J'essaye plutôt d'inclure ma pratique à tout le monde, et c'est pour ça que dans mes séminaires, j'ai autant de professions médicales séparées. Le premier responsable, et ce sur quoi je vais jouer le plus, c'est évidemment moi, sur ma communication, et notamment par YouTube. Ensuite, évidemment, la question que je me pose après qu'est-ce que je peux faire, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut tous faire et quels sont justement les axes d'amélioration à l'avenir. Comme je vous dis, moi je suis pas du genre à être rancunier pour ça, même si je suis touché dans mon ego, je suis touché dans mes émotions. Mon but, c'est de rendre accessible ça à tout le monde. Je me suis fait un petit objectif il y a 5 ans, c'est de faire en sorte que tous les enfants, tous les adultes puissent avoir accès à un plein potentiel physique, physiologique, de mobilité, de force, de coordination, etc. Et donc, pour ça, je suis persuadé que le développement sensoriel est une clé qui est essentielle. Et donc, quelles sont les questions pour l'avenir ? Alors moi, ma première question, c'est comment faire pour travailler avec les kinés ? Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus de problèmes avec les ostéos, j'ai plus de problèmes avec les chiros, j'ai plus de problèmes avec les coachs sportifs, j'ai même de moins en moins de problèmes avec les médecins, mais j'ai toujours des problèmes, de moins en moins, c'est vrai, mais j'en ai toujours un petit peu avec les kinés. Alors déjà, la première chose, c'est que de mon côté, c'est de valider des études. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par ça. Je mets beaucoup d'efforts là-dessus, que ce soit des efforts financiers, des efforts de temps, des efforts d'énergie, des efforts sociaux, à collaborer avec des gens
pour justement recueillir des données. J'ai reçu il n'y a pas longtemps le message d'une kiné qui est dans le sud-est de la France, sud-ouest de la France, qui mesure avec un logiciel toutes les données et qui peut voir par exemple les rotations de nuque avant et après intégration, qui peut voir la force des quadriceps avant et après intégration. Je travaille de plus en plus avec des podologues qui font des analyses posturales sur podoscope avant et après intégration. Et ce sont des chiffres qui peuvent mesurer, standardiser, qui sont validés par des instances médicales. Et donc ça va être la première chose, sortir des études à grande échelle avec les kinés, les podos. J'ai la chance dans mon cursus expertise d'avoir des kinés, des podos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. La deuxième chose, c'est de documenter absolument ce que je fais. C'est pour ça que j'ai une équipe média cette année qui me voit travailler, où on va pouvoir montrer des consultations, montrer ce qui se passe. On l'avait fait l'autre fois avec Arnaud Tortel, on avait reçu 8 personnes qui avaient un blocage corporel lié à une cicatrice. On est venu travailler la cicatrice, on a vu les résultats pour les 8 personnes. On peut documenter. Évidemment, vous allez me dire qu'il faut 40 personnes minimum pour des études pilotes. Je suis d'accord avec vous, il va falloir le faire. Il va falloir aussi que je documente mon travail sur des thèmes un peu précis. J'ai eu la chance d'aller travailler 3 fois en Ukraine, dont 2 fois à Kiev avec les médecins de l'hôpital militaire. J'ai travaillé sur des personnes qui étaient en stress post-traumatique, où moi je me suis juste occupé de la motricité et où les psychologues, les docteurs qui les suivaient ont pu, eux, travailler sur le stress post-traumatique, avec des résultats qui étaient incroyables. On a des personnes qui sont rentrées dans la séance et les médecins qui assistaient à la séance ont pu voir la différence avant et après et ils ont pu continuer le travail pendant un long moment. On a un énorme travail sur l'équilibre et le stress post-traumatique qui sont très en lien. Toutes les personnes qui ont reçu un stress post-traumatique, c'est possible que leur système d'équilibre ait été changé. Sur le lien au contact tactile, pour les personnes qui ont subi des contacts physiques non désirés, de la violence, etc. Je travaille aussi aujourd'hui avec des combattants professionnels où on peut voir justement que l'absorption des chocs réagit comme ça. Comme je vous disais, je suis en train de monter une étude qu'on validera en juillet en Italie où on va travailler avec des personnes et des psychologues qui ont justement des outils de mesure d'activation de zones du cerveau où on va pouvoir voir si les zones du cerveau s'activent pareil avant ou après intégration et on va vraiment pouvoir isoler. Donc déjà la première chose, comment travailler avec les kinés et les professions médicales, ça va être à moi parce que je suis auto-responsable de ce qui m'arrive. Ça c'est quelque chose que je dis tout le temps. Tout ce qui m'arrive, j'en suis responsable. Et aujourd'hui, si j'ai été déprogrammé de la radio, le premier responsable, c'est moi. Il faut absolument que je documente tout ça pour que les kinés se rendent compte que, oui, ils voient des vidéos d'1 minute sur Insta qui peut les énerver, que des fois je suis un peu piquant, mais que derrière, il y a une vraie volonté de faire du développement sensoriel pour traiter l'information qui arrive et ensuite du développement moteur pour traiter l'information qui sort. Donc ça va vraiment être important. Deuxième chose, c'est de continuer de montrer mes résultats. Parce que sur les réseaux sociaux, je montre chaque semaine des résultats avec des vraies personnes. C'est-à-dire que c'est des clients qui sont venus, c'est des gens lambda qui sont venus en séminaire ou c'est les élèves qui ont travaillé. Et si j'ai autant de succès dans les séminaires, s'il y a autant de kinés qui à force viennent, c'est parce qu'en fait, les kinés qui sont formés avec moi ont des résultats, les ostéopathes, les coachs sportifs, les chiros, les podologues qui sont formés avec moi ont des résultats, que j'ai des résultats, et ça de manière quasiment systématique. C'est-à-dire que je suis vraiment très proche, pour pas dire proche, de 100% de résultats avec les gens que j'accompagne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vis bien, entre guillemets, la critique, c'est que globalement, quand les gens viennent me voir, ils vont mieux derrière. Alors souvent on entend oui, mais c'est le placebo, c'est la suggestion. J'ai une partie de moi qui me dit mais si c'était si simple, si c'était simplement du placebo, si c'était simplement de la suggestion, c'est bien dommage que les autres professionnels de santé l'utilisent pas. La réalité, c'est que peut-être qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça, et que la sécurisation sensorielle, le contrôle moteur font un vrai changement dans la vie des gens. J'en suis persuadé, je le montre depuis 3 ans, je le montre avec mes clients, je le montre avec mes élèves qui ont des résultats avec leurs clients, et je vais continuer de le faire, et à force, les kinés vont se rendre compte que c'est un vrai outil qu'ils devraient utiliser dans leur vie. Ensuite, il faut absolument qu'on structure. Donc moi, le premier, mes séminaires sont beaucoup plus structurés qu'avant, c'est beaucoup plus normalisé. Je fais très attention à comment j'agence les tests, je fais en sorte que ça s'intègre. Et j'aimerais vraiment que toutes les écoles réflexes se mettent aussi dans cette structuration et qu'on ne se fasse pas, par exemple, de l'intégration de quelque chose au niveau de la tête par des bercements au niveau du dos, par des choses qui n'ont aucun lien. Qu'on fasse vraiment une structure entre quel est le stimulus que ça déclenche, est-ce que c'est un stimulus tactile, est-ce que c'est un stimulus vestibulaire, est-ce qu'on a de l'auditif qui est impacté, etc. Et qu'il y ait vraiment une notion entre les écoles de formation de réflexes
pour que ce soit plus structuré. Je pense notamment aux écoles de kinésiologie. Il y a beaucoup de gens qui font des réflexes. La kinésiologie, c'est très bien. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment mesurable? Qu'est-ce qui est vraiment testable? Aujourd'hui, je comprends que les professionnels de santé ne peuvent pas adhérer à quelque chose qui ne peut pas être mesuré. Donc ça va être à nous, les formateurs réflexes, entre guillemets, les formateurs développement sensoriel, les gens qui gèrent des écoles, de faire en sorte de structurer notre pratique, de structurer notre discours pour que justement, ça soit assimilable à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de manière libre complètement si derrière les gens ne comprennent pas, si derrière les kinés ne peuvent pas comprendre ce qui a été fait, si on parle de choses qui ne sont pas quantifiables. Donc ça va vraiment être important. Et enfin, dernière chose, je l'ai déjà un peu dit, je pense qu'il faut absolument adapter le langage. J'ai écrit mon second livre qui va sortir en septembre. Je n'ai pas utilisé une seule fois le mot réflexe archaïque dedans. J'ai parlé de réaction réflexe, j'ai parlé de développement sensoriel, j'ai parlé de contrôle moteur, j'ai parlé de compensation. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on est un peuple, on est une culture qui fait attention aux mots. Et le mot réflexe archaïque, déjà pour les gens lambda, archaïque, ça fait un peu peur parce que ça fait vieux. Et pour les gens du monde médical, on se rend compte qu'en réalité, c'est lié à quelque chose où ils ont appris, et peut-être que ça changera dans 10, 15 ans, j'en sais rien, mais pour le moment, c'est comme ça. Ils ont appris que les réflexes archaïques ne devraient plus être présents à l'âge adulte. Et donc, il faut peut-être changer son langage. Quand en séminaire, je parle de sens tactile, quand je montre, par exemple, que une stimulation sur le flanc, une stimulation tactile déclenche une contraction musculaire involontaire au niveau des lombaires ou des paravertébraux, ça pour les kinés c'est facile à voir, c'est facile à mesurer. Quand je montre que un mouvement de la tête vers l'arrière déclenche chez les patients une activation des trapèzes, une activation du système sympathique, une hausse de la température corporelle et de la fréquence cardiaque, c'est facile de montrer aux kinés qu'il y a un impact. Par contre, si je leur dis c'est le réflexe de Moreau, forcément eux ils ont ce biais-là. Donc aujourd'hui, dans notre façon de communiquer, ça va être important. Et puis bien sûr, évidemment, faire des formats plus longs pour indiquer. Donc ça, c'est mon avis. Évidemment, c'est mon droit de réponse à ce qui s'est passé. Je suis très curieux d'avoir votre avis puisque, comme vous l'avez vu, le but, c'est d'ouvrir la pratique. Et donc, je ne peux pas ouvrir la pratique si je n'ai pas l'avis des autres personnes. Donc déjà, première chose, si vous avez des choses qui vous ont heurté, intéressé, questionné, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, sur lesquelles vous êtes d'accord, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'une, parce que ça m'intéresse. De deux, parce que ça va nous aider tous à travailler mieux. Parce que je pense que ce soit kiné, ostéo, coach sportif, podologue, peu importe, notre but c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux. Si un outil fait que les gens aillent mieux, il faut absolument l'utiliser. Et c'est ma conviction profonde qui peut être fausse. Je serais ravi de me remettre en question si j'ai devant moi, entre guillemets, les preuves et les arguments que ça fonctionne pas. Ça fait 3 ans que j'ai des résultats qui sont incroyables avec mes clients et donc je veux absolument partager ça. Si jamais vous avez des retours sur cette vidéo, je suis vraiment curieux. Je sais que c'est une vidéo qui va faire réagir parce que, encore une fois, on va peut-être utiliser un hook qui est un petit peu fort avec une phrase un petit peu d'accroche. Mais n'hésitez pas à réagir dessous. Et enfin, dernière question. Cette émission de radio pour laquelle j'ai été déprogrammé, le but était simple. Permettre aux gens d'avoir des conseils, de mouvements, de choses à faire dans leur quotidien pour mieux vivre. Et je suis persuadé que ça, c'est quelque chose qui est important. Si jamais vous voulez que je fasse cette émission sans la radio, juste moi, avec un invité, on peut même prendre un kiné, peu importe. Si vous avez envie qu'on fasse cette vidéo, dites-le nous en commentaire et on tournera ça dans les mois qui arrivent pour qu'on puisse diffuser justement ce qui aurait dû être diffusé à la radio, mais au plus grand nombre. Évidemment, vous l'avez vu, on fait des vidéos de plus en plus longues. Le but, c'est d'amener de la nuance. Donc, si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Facebook ou si vous arrivez sur cette page, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la page sur les réflexes, sur le développement sensoriel, sur le fonctionnement du cerveau, sur les consultations que j'ai fait. Et pensez à vous abonner pour avoir accès à toutes les vidéos. On va partager beaucoup de consultations. On va partager mon travail avec des sportifs de haut niveau, mon travail dans des cas particuliers comme le stress post-traumatique, le développement des études. Je vais partager un peu tout ça sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me donner votre avis en commentaire.